Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et je suis vraiment ravie d'être avec vous pour parler de la qualité maintenant ou jamais et aussi de parler après le brillant orateur précédent qui nous a vraiment tracé une marguerite qui est tout à fait efficiente, je crois, qui est de qualité, on pourra le dire. Le président donc se joint à moi pour dire combien nous sommes impliqués dans la qualité avec vous et toujours ensemble. Et vous le verrez un peu, ce que j'ai voulu tracer aujourd'hui, ce sont les recommandations essentiellement, les différents parcours et l'accès au numérique. Mais vous savez qu'il y a bien d'autres choses qui sont faites au sein de l'HAS et même au sein de ma direction, puisqu'on a aussi le service de la certification des hôpitaux et des cliniques. L'HAS, vous le savez, je voulais vous le redire, c'est vraiment une institution qui travaille au quotidien pour que les Français puissent bénéficier du plus haut niveau de qualité des soins et d'accompagnement, puisque vous savez qu'on est dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le social. Quand le patient a un traitement et qui est remboursé par l'assurance maladie, donc c'est après une évaluation de l'HAS. Quand un patient qui est en impasse thérapeutique accède à un médicament le plus précocement possible, ce sont nos accès précoces, c'est sur une décision de l'HAS. Quand un patient est vacciné, c'est selon la stratégie élaborée par la HAS. Et aujourd'hui, donc, quand une personne est soignée dans un hôpital ou une clinique, ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social, la qualité de sa prise en charge ou de son accompagnement est améliorée grâce aux recommandations et aux dispositifs d'évaluation de la HAS. Donc la HAS, c'est un peu la maison des professionnels et des usagers. C'est une institution qui éclaire les décisions et les choix en santé des pouvoirs publics, des professionnels et des Français. Alors aujourd'hui, donc, mon propos sera pour vous éclairer dans l'amélioration de vos pratiques et notamment autour des recommandations de bonnes pratiques. Les recommandations de bonnes pratiques, c'est proposer des recommandations qui sont basées sur des preuves valides et actualisées. Donc c'est ce qu'on disait, il y a plus de 200 recommandations qui sont faites par la HAS. Elles ne sont pas forcément à jour, il faut les actualiser et il faut qu'on les actualise ensemble et qu'on puisse y incorporer aussi toutes les notions d'innovation, toutes les notions de numérique et toute autre question, notamment environnementale, pourquoi pas. Ce sont des enjeux transversaux qui sont partagés au sein de l'évidence-base médecine, des enjeux qui évoluent fortement donc, ces dernières années, comme on vient de le dire, avec l'intégration des solutions de partage, les outils digitaux, les e-plateformes, les guidelines. Évolution des standards pour l'amélioration des recommandations. On se base à la HAS sur une analyse critique de la littérature, toute la littérature sur les sujets quand ils sont importants, type diabète, premier exemple qui me vient, la littérature est importante. Quand on a dû travailler sur des recommandations, par exemple sur le Covid, la littérature était un peu moins importante, mais elle est toujours prégnante dans tout l'essentiel de nos travaux. Elle est effectuée chez nous par des chargés de projet qui sont en général extérieurs à la HAS, qui sont formés et rémunérés par nos soins. Mais aujourd'hui, je voulais vous lancer cet appel parce que c'est difficile de recruter des chargés de projet. Et on regarde de plus en plus, notamment des discussions avec nos doyens pour avoir des chefs de clinique ou des thésards scientifiques pour pouvoir accomplir ces différentes missions pour les recommandations. C'est bien engagé aujourd'hui, il n'y en a pas encore, mais on espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles très prochainement. Les méthodes d'analyse clinique sont basées sur les méthodes de l'ANAS de 2000, mais aujourd'hui, on travaille sur une méthode GRADE, qui est une méthode internationale, qui est en cours d'expérimentation, qui est reconnue, pour lequel on peut avoir des partages internationaux
et qui sera de plus en plus développé dans les prochaines années. Et on travaille notamment aujourd'hui sur la prévention primaire et secondaire du risque cardiovasculaire. L'importance dans les recommandations de la participation des professionnels de santé et des usagers. Je ne peux que remercier personnellement Pierre-Louis Drouillet qui travaille avec nous, qui est l'ancien président du CNGE et qui aujourd'hui continue à être vice-président de notre commission d'analyse des recommandations et des nouveaux indicateurs. Et tous les travaux qu'on a déjà engagés avec le CNGE, il y a de plus en plus en fait d'universitaires de médecine générale qui travaillent avec nous sur l'ensemble des recommandations et on voit ça sur une courbe vraiment croissante. L'important aussi sur nos recommandations, c'est l'indépendance. L'indépendance pour l'élaboration, l'indépendance pour la gestion des intérêts qui sont déclarés pour tous les experts. Et c'est une condition sine qua non pour réaliser ces recommandations. On a de plus en plus en fait d'attaques, je dirais, sur la composition de nos groupes et c'est pour ça qu'on se prémunit au préalable d'une gestion rigoureuse des intérêts des uns et des autres. Et aussi une transparence, une indépendance pour la publication de nos recommandations, donc la publication de l'analyse critique de la littérature, des avis des groupes de travail et des commentaires des groupes de lecture et de l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a plus de 200 recommandations. Il est nécessaire qu'on fasse, j'allais dire, le ménage, qu'on actualise. Vous en faites parfois la demande, mais on peut essayer d'augmenter en fait cette production et notamment ce qu'on l'on propose depuis très peu de temps, c'est de pouvoir créer un label HAS des recommandations qui sont faites par des organismes professionnels. On a rencontré très récemment l'ensemble des CNP pour leur proposer donc qu'ils puissent être moteurs avec nous pour élaborer ou pour actualiser des recommandations de bonnes pratiques. Donc c'est une vraie collaboration soutenue par notre président pour avoir une réelle collaboration HAS-CNP. Et ça permet de garantir le respect des critères méthodologiques et déontologiques de l'HAS en lien avec l'ensemble des professionnels. Vous pourrez voir la procédure de labellisation sur cette présentation et avec ce lien. Aujourd'hui, on a beaucoup donc, de saisines sur des nouvelles recommandations. Celles qui vont sortir donc, fin d'année et début d'année 2024 sont les suivantes. Donc, c'est la mise à jour de recommandations sur la prise en charge des personnes atteintes d'autisme, mais aussi la mise à jour des recommandations pour les bébés secoués, des recommandations sur l'obésité de l'adulte qui vont compléter l'ensemble des travaux qu'on a déjà faits, notamment sur l'obésité de l'enfant et de l'adolescent, avec des recommandations donc, sur la prise en charge des risques cardiovasculaires. On fait le choix d'une approche préventive qui préside à la prise en charge de l'hypertension, du diabète et de l'ensemble des pathologies autour des risques cardiovasculaires. Et nous publierons également des recommandations sur des sujets qui sont sensibles, notamment sur le parcours de santé des personnes transgenres ou sur le TDAH. Autre sujet d'importance pour l'ensemble de nos travaux et de nos pratiques autour des parcours de soins. À l'HAS, donc en copilotage avec la CNAM, mais aussi avec la mise en place de ces parcours au sein d'ARS pilotes, nous avons élaboré donc, quelques parcours avec des indicateurs qui permettent de voir
comment les patients suivent ces différents parcours. Je vais vous développer un petit peu plus le parcours de la BPCO, mais il y a aussi le parcours de la maladie rénale chronique, du syndrome coronarien chronique, de l'obésité chez l'enfant et chez l'adulte, l'épilepsie chez l'adulte et chez l'enfant. Et en 2024, nous aurons un parcours AVC et le parcours de diabète de type 2. Alors, l'exemple du parcours de soins BPCO, on vous fournit en fait différents documents afin de suivre l'ensemble du parcours, aussi bien en soins primaires qu'hospitaliers, jusque toute l'évolution et différentes exacerbations en cours de pathologie. On a un guide parcours de soins qui est un document qui est très long, mais qui sert en fait à l'ensemble, un document socle pour l'ensemble du parcours. Nous produisons donc des synthèses des points critiques du parcours de soins. Donc ce sont des éléments déterminants pour la qualité d'une prise en charge et donc qu'il faut maîtriser. Des messages de pertinence pour améliorer la pratique et des indicateurs de qualité de parcours que l'on développe, que l'on définit chez nous, encore une fois avec les professionnels de santé, avec des groupes de travail et des groupes de relecture. Nous avons identifié 7 indicateurs dans le parcours, donc aussi bien dans les soins primaires en hospitalier, donc, comme je vous le disais. Un indicateur pour mesurer le dépistage chez les patients à risque. Cet indicateur, c'est la mesure, c'est la spirométrie. Et on se rend compte dans les premières mesures qui ont été faites, qui vont être vérifiées, qui peuvent être différentes en fonction des régions, que seulement 20% des patients identifiés à risque sont dépistés par la spirométrie. Alors vous me direz, il y a certainement des problèmes territoriaux, il y a des problèmes de formation des professionnels, il y a des problèmes d'acceptance de la pathologie. Il y a beaucoup d'analyses à faire autour de ces premiers résultats. Mais pour essayer d'améliorer déjà ce premier indicateur, il y a des expérimentations qui sont faites, notamment dans l'ARS Hauts-de-France pour des dépistages faits au niveau des CPTS. Et il y a aussi l'idée de réaliser les spirométries par des infirmières ou par des kinés. Donc ça, ce sont des premières pistes, mais on est ensemble pour essayer de trouver d'autres pistes et d'autres solutions pour améliorer ce dépistage. Ensuite, il y a 2 indicateurs pour mesurer la prévention des complications et le suivi des patients atteints de BPCO. C'est pour prévenir les complications la vaccination contre la grippe. Il n'y a que 50% des patients sur les premières analyses qui sont vaccinés contre la grippe. Et le deuxième, c'est la surveillance, encore une fois, par spirométrie, qui n'est faite que dans 30% des cas. Pour le suivi après hospitalisation, nous avons défini 4 indicateurs. Le premier, c'est le suivi médical dans les 7 jours. Il n'est effectué que dans 40% des cas. Le suivi par un pneumologue dans les 2 mois, 30% des patients. Le traitement, le traitement pour poursuivre le traitement dans 70% des cas. Et le dernier indicateur, ce sont les soins de rééducation dans les 3 mois, réalisés dans 30%, chez 30% des patients. Donc vous voyez, on a construit ensemble, j'allais dire, des recommandations sur la BPCO, un ensemble d'un parcours avec des indicateurs. On en a fait des premières mesures. Maintenant, j'allais dire, il faut qu'on s'en empare pour améliorer ces indicateurs et essayer de trouver des solutions d'une meilleure prise en charge. On l'a fait pour la BPCO, il faut qu'on continue à le faire pour les autres, notamment l'épilepsie, le syndrome coronarien chronique, la maladie rénale chronique et les autres qui vont arriver. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à continuer à définir des indicateurs. Et notamment, j'ai fait un peu exprès de dire des indicateurs dans le secteur non hospitalier. Donc, je sais bien que c'est en soins primaires, mais c'est pour inciter en fait à
avoir des données et c'est important de faire des essais cliniques ailleurs que dans l'hôpital et donc pour les soins primaires, et ça j'insiste dessus. Donc les parcours que nous définissons ensemble, ça permet d'aider à la prise de décision dans les choix des soins, ça permet d'harmoniser les pratiques, ça permet de réduire les traitements et les actes inutiles ou à risque, réduire les ruptures dans les parcours de santé, mesurer pour identifier des pistes d'amélioration et mettre en place des actions correctives et tenir compte de l'expérience et de l'engagement des patients. C'est dans tous nos groupes de travail, dans nos groupes de lecture, on a des patients et ils nous apportent énormément en fait pour essayer de coller de plus en plus au terrain et à la pratique. Dans ma direction, il y a aussi donc une mission du numérique en santé qui permet d'accompagner l'explosion du numérique et de l'intelligence artificielle en santé. Et tous les travaux donc, de recommandation des bonnes pratiques aujourd'hui questionnent la place des outils numériques qui peuvent améliorer les soins. Chaque parcours, chaque recommandation, chaque pertinence, on essaye de regarder à chaque fois qu'est-ce qu'on peut utiliser comme numérique et comment il intègre pour modifier ou non les pratiques professionnelles. Aujourd'hui, on n'évalue qu'une partie des dispositifs médicaux. Ceux qui sont utilisés exclusivement par les professionnels, malheureusement, nous échappent. Enfin, il y en a beaucoup et on ne peut pas évaluer l'ensemble de tout ce qui peut se produire aujourd'hui avec une évolution importante. L'HAS s'attache à guider donc les acheteurs pour accompagner leurs choix. Donc, il y a un guide d'aide au choix des dispositifs médicaux numériques à usage des professionnels, donc qui date de 2020. Et je vous invite à le consulter parce que ce sont des logiciels d'aide au diagnostic, des logiciels et algorithmes de détection automatique de prescription à risque élevé d'erreurs médicamenteuses, des logiciels d'aide à la décision pour générer les diagnostics probables et les traitements adaptés. Donc, je vous invite à consulter ce guide. Enfin, il y a des premiers avis qui ont été faits pour les prises en charge anticipées des dispositifs médicaux numériques, donc c'est PECAN, qui vise à favoriser l'accès anticipé de ces dispositifs médicaux numériques présumés innovants, donc les premiers en oncologie. On évalue aussi donc de la télésurveillance. On a eu 5 inscriptions en ligne génériques qui ont été finalisées donc après les travaux de l'HAS et d'autres technologies de télésurveillance qui sont en cours d'évaluation. Enfin, d'ici la fin de l'année, nous allons établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l'accessibilité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation. Voilà. Bon, j'avais un temps un peu limité, j'ai essentiellement axé sur ces recommandations, sur ces parcours, sur la pertinence, sur la place du numérique, sur l'importance que nous avons de travailler ensemble. Et donc, nous sommes à votre disposition pour continuer à produire de la qualité pour nos patients et usagers.